L'échiquier international, soyez les bienvenus. Quelle est donc la raison de ce silence et ce mutisme médiatique autour de probablement la plus grande crise humanitaire de notre temps? Au moins 10 millions de morts depuis 1994 et environ 500 000 femmes violées, selon le prix Nobel de la paix 2018. Le docteur Denis Mukwege, plus connu sous le qualificatif « l'homme qui répare les femmes ». De quoi la RDC est-elle coupable pour subir ces incessants massacres et cette fournée de rebelles armés et leur assaut sur l'est du pays, riche en minerais? Y aurait-il un lien, voire une conséquence avec le génocide qui a eu lieu dans le pays voisin, le Rwanda, et l'autre événement tragique, l'assassinat en 1994 du président rwandais Juvenal Habyarimana à bord d'un Falcon transportant un autre chef d'État, le président du Burundi, Cyprien Ntaryamira, qui les ramenait de Tanzanie à l'époque où ils avaient participé à un sommet consacré aux crises burundaises et rwandaises. Un an auparavant, Juvenal Habyarimana avait également signé les accords d'Arusha pour mettre fin à la guerre civile rwandaise entre l'État rwandais et le Front patriotique rwandais d'un certain Paul Kagame. Rwanda, Kivu du Nord, RDC, Burundi, en guerre pour quelles raisons? Quel intérêt? Y a-t-il une logique stratégique qui vise à remodeler l'Afrique? Si oui, au profit de qui? Quels sont donc les dessous de ce grand jeu livré par les grandes puissances au sein de cette région de l'Afrique des Grands Lacs, dont la RDC est une large partie du Rwanda, sont meurtris et pillés? Que fait donc la communauté internationale devant cette situation insoutenable qui dure depuis 3 décennies? On tentera de déchiffrer ce grand jeu trouble, tragique, qui enserre la région de l'Afrique des Grands Lacs dans un instant. Comme je disais, nos regards sont souvent braqués sur les événements complexes du Moyen-Orient, voire sur l'Ukraine en ce moment, sous les projecteurs médiatiques, et pour cause. Mais il y a des événements tout aussi tragiques, voire davantage, avec un lot de victimes plus important et qui sont tues. Et on va tenter d'avoir les éléments de réponse avec notre invité du jour, Charles Onana. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes politologue, journaliste d'enquête, spécialiste de l'Afrique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et mes salutations à vos téléspectateurs également. Vous avez, à travers vos enquêtes, travaillé sur des documents officiels et rencontré des figures importantes en première ligne des événements dont il est question. Alors, Charles Onana, première question directe. On l'a dit, depuis au moins 1994, il y a 10 millions de morts en RDC qui ont fait la crise humanitaire de notre temps, plus 500 000 femmes violées, selon le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, des chiffres qui donnent le tournis. Mais pourquoi ce silence autour de ce drame? Eh bien, merci. Le silence est très simple aujourd'hui pour moi parce que j'ai travaillé effectivement sur les événements du Rwanda et la plupart des organisations internationales humanitaires disaient que le Congo, la RDC qui était l'ex-Zaïre, était victime d'un dégât collatéral du génocide rwandais. Plusieurs années de recherche et d'investigation m'ont amené à la conclusion tout à fait contraire, c'est que ce qui se passe actuellement au Congo et qui se passe depuis 30 ans n'est pas du tout un dégât collatéral du génocide rwandais, ni même une conséquence de ce génocide. C'est un plan concerté, minutieusement préparé pour envahir le Congo, déstabiliser cette région et mettre la main sur les innombrables ressources minières qui se trouvent à l'est du Zaïre, à l'est du Congo, c'est-à-dire à la frontière avec le Rwanda. Et le Rwanda a été, je dirais, le cheval de Troie utilisé par les grandes puissances, en particulier les États-Unis et la Grande-Bretagne, pour mettre la main sur ces ressources minières stratégiques qui servent aujourd'hui non seulement à l'industrie de l'armement, mais également à la technologie de pointe et aussi, surtout, à tout ce qui concerne aujourd'hui les ordinateurs portables, les téléphones portables et tous les produits dont nous nous servons aujourd'hui dans la vie quotidienne et qui font des milliards de dollars, je dirais,
par jour pour les multinationales. On va en parler, mais je voudrais qu'on reste sur la tragédie rwandaise. Vous dites, vous, qu'il n'y a pas des liens directs avec le génocide rwandais de 1994, avec le massacre des Tutsis, mais à l'époque, on a quand même entendu des organisations comme Human Rights Watch ou Médecins sans frontières qui tiraient la sonnette d'alarme et montaient ou organisaient des campagnes de sensibilisation internationale. Pourtant, aujourd'hui, on entend moins ces relais philanthropiques sur les massacres au nord Kivu, comme à Goma ou à Kishishi. Absolument, et c'est ça tout le paradoxe de cette affaire. Au Rwanda, on nous disait qu'il y avait entre 500 000 morts et 1 million de morts. Aujourd'hui, le Congo a 10 millions de morts, c'est-à-dire 10 fois plus que ce qui s'est passé au Rwanda, et personne ne dit rien. Donc, il est clair que les événements du Rwanda étaient la première étape pour pouvoir s'emparer du Congo et déstabiliser le Congo, parce que juste après l'attentat du 6 avril qui a connu la mort du président, des deux présidents du Rwanda et du Burundi que vous avez évoqué en début d'émission, la deuxième étape, c'était effectivement de renverser le président Mobutu au Zaïre en 1997. Et qui a mené ces opérations? Il s'agit de Paul Kagame, qui a été soutenu par la Grande-Bretagne et les États-Unis, qui a renversé donc le président Habyarimana, qui a battu son avion en 1994. Et ce n'est pas moi qui le dis. Plusieurs juges antiterroristes, que ce soit le juge français Jean-Luc Bruguière, le juge espagnol et puis une commission d'enquête des Nations Unies, sont arrivés à la conclusion Carla Del Ponte aussi. Je dirais, le responsable de l'attentat du 6 avril 1994 au Rwanda n'est autre que Paul Kagame et son équipe. Donc, le silence a entouré cet épisode avec l'assassinat de deux chefs d'État africains. Et en 1997, eh bien, on a vu Paul Kagame et Yoweri Museveni, le président de l'Ouganda et du Rwanda, envahir illégalement la République démocratique du Congo, renverser le président et y commettre des massacres. Et là encore, silence radio, il ne faut surtout pas qu'on parle ni des massacres du Congo, ni des femmes violées du Congo, parce que parler de cette histoire-là signifie parler de ce que M. Bill Clinton a appelé en 1994 l'arrivée des young leaders, c'est-à-dire les nouveaux dirigeants. Donc, ce qui s'est passé au Rwanda et au Congo n'était rien d'autre qu'un changement de régime pour mettre des gens qui étaient beaucoup plus favorables à Washington et à Londres. Et c'est pour cette raison que le silence règne et dans les médias internationaux et dans le monde de la recherche scientifique. Ah, très bien, vous avez planté le décor, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, je l'ai dit, vous avez eu accès à beaucoup d'archives, des conclusions d'enquête, des rapports de l'ONU. Vous vous êtes entretenu à l'époque avec l'envoyé spécial de Bill Clinton dans la région et sur les questions de défense au Congrès américain. Vous avez pris langue avec toute une pléthore d'acteurs de premier plan et vous affirmez que dès 1994, il y avait un plan pour envahir le Rwanda par Paul Kagame, un plan ourdi par les anglo-saxons. Donc, c'est une accusation quand même grave. Mais ce plan qui remonte à 1994, c'était pour quel but et quelle stratégie concrètement? Oui, je corrigerais, il faut dire que plan ourdi pour envahir le Rwanda, mais surtout le Congo, parce que c'est de ça dont vous parlez. Donc, évidemment, ce que je dis, je l'ai découvert dans les archives du Pentagone et de la CIA, donc un certain nombre de documents que j'ai pu retrouver dans les archives du président Clinton, mais j'avais déjà rencontré, comme vous l'avez dit, en 1997-98, la personne qui était son envoyé spécial en la qualité de Madame Cynthia McKinney, qui était membre du Congrès américain, qui a été membre du Congrès américain pendant 12 ans, et qui connaissait très bien la région et qui a fait plusieurs voyages avec M. Bill Richardson, l'autre diplomate américain que M. Bill Clinton avait envoyé. Alors, l'objectif était très simple, c'était qu'à l'époque, M. Bill Clinton disait qu'il fallait intervenir au Congo pour essayer de restaurer l'espoir, de rendre l'espoir. Donc, ils ont appelé cette opération Support Hope, mais le problème de cette opération Support Hope, c'était qu'elle comportait des éléments des forces spéciales américaines, des éléments de la CIA et plusieurs autres troupes américaines, non des troupes de marine, qui ont été déployées à Entebbe en Ouganda. Mais pourquoi Entebbe en Ouganda? Parce que l'objectif était de dissimuler l'action américaine. Parce que si les troupes se déployaient immédiatement au Rwanda
avec Paul Kagame, sachant que Paul Kagame était appuyé par les États-Unis et la Grande-Bretagne, eh bien, ça allait attirer l'attention du président Mobutu, qui était au pouvoir à cette époque-là. Donc, ils ont déplacé, ils ont délocalisé en quelque sorte la mission humanitaire sur le plan de la logistique, toute la logistique américaine a été déployée à Entebbe en Ouganda. Et vers le mois d'août, septembre 1994, eh bien, ils ont fait repartir tout ce dispositif militaire à Kigali, au Rwanda. Et on a vu également, par exemple, l'attaché militaire de la RDC, qui était en poste à l'ambassade des États-Unis en RDC, au Zaïre, quitter effectivement le Zaïre pour devenir le formateur des éléments de l'armée patriotique rwandaise. Et j'ai retrouvé de nombreux éléments, effectivement, qui expliquaient que l'objectif, effectivement, des États-Unis était de sécuriser le Rwanda et de protéger le régime de Paul Kagame. Alors, un instant. Alors, un plan donc décidé depuis 1994 pour envahir le Congo de Mobutu, le Congo qui s'appelait à l'époque l'ex-Zaïre. Mais Mobutu a été un allié des États-Unis, on se servait de Mobutu pour être un rempart contre les communistes de l'Angola, qui eux étaient soutenus par les Cubains. Et Mobutu a été ensuite un allié de la France. Comment expliquer la logique du jeu des Américains ? Alors, le jeu des Américains était très simple aussi. C'était que, à l'époque, ils disaient qu'ils ne voulaient plus laisser les ressources, les importantes ressources minières et énergétiques de l'Afrique francophone entre les mains des anciennes puissances coloniales, donc la France. Et en cela, ils avaient, comme vous l'avez dit, soutenu pendant 32 ans quasiment le président du Zaïre, le président Mobutu, qui était effectivement le rempart anticommuniste dans la région. Et sauf que ce qui va se passer, c'est qu'en 94, quand ils décident de changer d'épaule, de changer leur fusil d'épaule, ils choisissent effectivement l'Angola, qui a travaillé avec qui a combattu en fait Mobutu du côté des communistes contre Mobutu, c'est-à-dire Mobutu qu'ils ont utilisé pour combattre l'Angola. Ils vont prendre en 96 l'Angola pour ramener avec les troupes rwandaises pour renverser le maréchal Mobutu. Donc il est évident que les Angolais trouvaient cela très intéressant de venir châtier ou punir celui qui les avait combattus. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, donc c'est vraiment un acte de cynisme incroyable, mais c'est ainsi qu'ils ont travaillé. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les Américains se sont alliés aux communistes de l'Angola contre Mobutu. Absolument. Et c'est ça le paradoxe dans cette affaire, parce que c'est inimaginable de penser que les Américains ont combattu le régime angolais pendant de très nombreuses années en soutenant des miliciens pour renverser ce régime. Et quand ils décident de renverser le maréchal Mobutu, ils vont chercher leurs anciens ennemis pour renverser leur ancien allié. Donc c'est un jeu extrêmement cynique, extrêmement mesquin, mais c'est exactement ce qu'ils ont fait en 97. Et d'ailleurs, le président Mobutu avait dit qu'il a été poignardé dans le dos, et l'ambassadeur Bill Richardson avait dit au président Mobutu: vous avez certes été l'ami des États-Unis, mais le moment est venu pour vous de partir, et si vous ne partez pas, votre cadavre va traîner dans les rues de Kinshasa, la capitale du Zaïre. Mobutu, le successeur de Mobutu a été Laurent Désiré Kabila, et on le sait, il a fini dans il a eu une fin un peu mystérieuse et un peu tragique. Voilà, disons les choses nettement. Il a été assassiné en 2001. Est-ce que c'est à cause des mêmes faisceaux de faits, d'indices, peut-être de mauvaises alliances ou alliances de mauvaises circonstances qu'il a mal fini? Non, pas tout à fait, parce que simplement, le jeu qui a été celui organisé par les Américains et les Britanniques était d'utiliser le Rwanda pour s'emparer des ressources minières de la RDC. Eh bien, Laurent Désiré Kabila, je dirais plus de 6 mois après son arrivée au pouvoir, il découvre effectivement que les États-Unis exercent des pressions importantes sur lui pour qu'il laisse les entreprises américaines et les multinationales américaines, mais surtout ses alliés rwandais et ougandais, qu'il leur accorde les mines. Donc toutes les réserves minières de l'Est du Congo devaient être attribuées au Rwanda,
et à l'Ouganda qui travaillaient en fait pour le compte des États-Unis et des entreprises multinationales anglo-saxonnes. Et donc, Laurent Désiré Kabila a refusé cela. Et Madame Cynthia McKinney, qui était l'envoyée spéciale de Bill Clinton, qui était en contact direct avec Laurent Désiré Kabila, m'a dit que Kabila lui a dit que, évidemment, les États-Unis exercent des pressions insupportables à son égard pour qu'il cède les mines aux Rwandais et aux Ougandais, et il les refuse. Et en 2001, il a été assassiné dans des circonstances encore non élucidées. Alors les Américains, on l'a appris avec le livre de Pierre Péan, Carnage, on sait que les Américains et les sionistes s'intéressent depuis longtemps à l'Afrique des Grands Lacs en armant et mettant en place leur champion Paul Kagame. Mais pour quelle stratégie? Est-ce que c'est simplement pour se débarrasser de la mainmise de la France dans la région? Non, pas du tout. Il y a deux aspects. Il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est que effectivement, Paul Kagame lui-même a envie de bâtir ce qu'ils appellent un empire Tutsi, parce que vous souvenez qu'en 1994, c'était les Tutsis qui étaient victimes de la tragédie au Rwanda, d'après le discours officiel. Mais il se trouve aujourd'hui que ce sont les Tutsis du Rwanda de Paul Kagame qui commettent des atrocités au Congo, que ce soit à travers le M23, le CNDP, le RCD Goma, et la communauté internationale le sait. Le problème, c'est qu'ils veulent étendre leur empire, c'est-à-dire qu'on veut une minorité Tutsi qui domine à la fois la République démocratique du Congo, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya et la plupart des pays de la sous-région. Et aujourd'hui, Paul Kagame étend son influence en République centrafricaine et bien entendu également au Congo-Brazzaville. Donc l'objectif est de prendre en tenaille tous les pays qui sont riches en pétrole et en ressources minières pour les contrôler de façon durable. Et pour cela, ils ne le font pas directement, ils le font en utilisant Paul Kagame parce que c'est un Africain et évidemment, peu d'Africains et peu de gens comprennent effectivement que c'est comme ça que ce jeu-là est en train d'être fait. Et on ne voit pas la main des Américains, mais la main des Américains est effectivement incarnée par Paul Kagame et Yoweri Museveni, le président de l'Ouganda. Alors justement, arrêtons-nous sur ce groupe rebelle, entre guillemets, du M23 qui se prête à des pillages et des massacres dans l'est de la RDC. Le président actuel congolais Félix Tshisekedi avait accusé ouvertement le groupe d'être une milice pro-Paul Kagame, ce qui a fini par être confirmé par le rapport de l'ONU, mais on observe de plus en plus des rapports autour des droits de l'homme qui accusent ouvertement Paul Kagame, chose qu'on ne trouverait pas il y a quelques années. Est-ce qu'on sent quand même que les Américains peut-être sont en train de lâcher Paul Kagame? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne crois pas complètement parce que vous savez qu'à l'époque, les gens, ceux qui ont soutenu Paul Kagame, c'était les démocrates américains. Et aujourd'hui, dans l'équipe de M. Joe Biden, il y a encore des grands soutiens de M. Paul Kagame, comme Mme Susan Rice, qui est une autorité très importante dans l'équipe de M. Biden. Donc, il y a encore des démocrates aujourd'hui qui soutiennent M. Biden. Qui soutiennent Paul Kagame. Le problème, c'est que ce qui se passe, c'est que la multiplication des rapports qui deviennent de plus en plus encombrants. Je rappelle que les premiers rapports des Nations Unies datent de 2001. Donc, depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, les Nations Unies ont publié de nombreux rapports sur le rôle du Rwanda. Mais le Rwanda étant le gendarme des États-Unis et le policier de la police, incarnant la police des États-Unis et de la Grande-Bretagne dans la sous-région, et surtout des multinationales qui pillent le coltan et les ressources minières de l'Est du Congo, il ne faut surtout pas toucher à Paul Kagame. Donc, tous ces rapports, vous voyez bien qu'on peut dénoncer maintenant Paul Kagame, sauf qu'il n'y a pas de décision. Vous avez vu par exemple que lorsque ce qui s'est passé en Ukraine avec la Russie, tout de suite on s'est mobilisé pour sanctionner la Russie, mais Paul Kagame, lui, le fait depuis 30 ans avec plus de rapports et plus de victimes, et il n'y a aucune sanction, ni au niveau de l'Union européenne, ni au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il n'y a pas que les Américains qui soutiennent Paul Kagame. On se rappelle que l'ex-président français Nicolas Sarkozy avait fêté son 66e anniversaire à Kigali, en disant aussi que la RDC devait
devait partager ses minerais avec Ces richesses. ses richesses avec Tout le à fait. Rwanda. Emmanuel Tout à Macron fait. avait également appelé Paul Kagame notre allié stratégique. Donc il y a les yeux de chimène pour occidentaux pour Paul Kagame. Mais est-ce que je voudrais qu'on s'arrête aussi sur la richesse du Nord Kivu qui selon vous, expliquerait cette guerre qui ne dit pas son nom? Les milices comme le M23 contrôleraient par exemple la région de Massissi qui conserve environ 60% de la réserve de coltan mondiale. Sans parler du cobalt et du lithium, des minerais qui entrent dans la fabrication de 80% des téléphones portables qui existent, sans parler des batteries électriques et des fuselages de fusées, des minerais que ne détient pas le Rwanda, mais pourtant le Rwanda les vend sur les marchés mondiaux. Alors, ça, c'est, je dirais, la plus grande escroquerie du siècle. C'est-à-dire que vous avez un pays comme le Rwanda, qui est un tout petit pays enclavé, très pauvre, qui a toujours vendu un peu de café, un peu de thé pendant des années. Mais du jour au lendemain, on retrouve le Rwanda est devenu le pays exportateur de coltan. Et en sachant très bien que le coltan cassitérite ou le cobalt, tout ça est volé en République démocratique du Congo et personne ne dit absolument rien parce que si on met en accusation effectivement le Rwanda, on va chercher à identifier soit ses mentors, soit effectivement ses complices. Donc l'intérêt que ce soit de la France qui aujourd'hui, depuis le président Sarkozy est devenu, s'est aligné sur la politique américaine, de soutenir Kagame et de devenir son allié au détriment des pays francophones. Parce qu'il faut rappeler à ceux qui ne connaissent pas que le Rwanda a quitté la francophonie avant, a répudié la langue française et est rentré au Commonwealth. Et le président Macron a donné quasiment la francophonie à un pays qui est un pays anglophone. Donc, c'est évident que les objectifs ne sont pas des objectifs de coopération au sens où on l'entend, mais il s'agit de la défense des intérêts et surtout des intérêts privés, qui donc le Rwanda est devenu le principal défenseur dans la sous-région. Charles Onana, il y a bientôt des élections présidentielles en RDC fin 2023, je crois. Félix Tshisekedi est candidat à sa propre succession pour la présidentielle, mais estimant que son bilan est un peu peut-être critiquable, voire les mauvaises langues disent que son bilan est inexistant. Les prétendants commencent d'ailleurs à jouer des coudes pour espérer lui succéder. Peut-on entrevoir une porte de sortie de cette crise après ces élections présidentielles? C'est difficile. Il y a deux hypothèses. Soit le président Tshisekedi gagne les élections, fait des élections et gagne les élections. Évidemment, ça ne va pas arranger les choses ni de Kagame, ni des multinationales et de tous ceux qui soutiennent le pillage des ressources. Soit alors, avant les élections, on crée une situation d'instabilité qui va faire monter en première ligne certains de ses opposants qui sont soutenus par des grandes puissances. Dans tous les cas de figure, l'objectif est que la RDC reste dans une situation chaotique pour que le pillage des minerais puisse se faire en toute tranquillité. Si les choses se clarifient en RDC et il appartient aux Congolais de travailler dans ce sens-là, eh bien, le M23 et tous ceux qui travaillent derrière Paul Kagame vont se retrouver à devoir discuter directement avec les Congolais et à rendre des comptes, évidemment, sur les crimes et les massacres qui ont été commis au Congo. Je crois qu'il y a très peu de personnes qui sont favorables à cette position, mais je reste persuadé que, eh bien, ce sont les Congolais qui devront, là, pour le coup, imposer leur vision des choses et que ce ne soit pas une vision de quelques Congolais qui sont affiliés ou, je dirais, un peu associés directement ou indirectement à Paul Kagame et aux globalistes qui veulent déstabiliser ce pays. Est-ce que sur le terrain, vous voyez une mobilisation des Congolais? Est-ce qu'on est en train de tenter de s'appuyer sur ses propres ressources ou ses potentialités humaines pour essayer de dépasser cette crise ou pas?
Pas du tout. Les Congolais sont un peu amorphes. Quand je dis les Congolais, je parle des dirigeants congolais dans leur ensemble, sont un peu amorphes. Ils écoutent beaucoup la communauté internationale qui les a laissés dans la situation dans laquelle ils se trouvent depuis 30 ans. Ils sont allés de négociation en négociation, de discussion en discussion, jusqu'à ce que le président Tshisekedi dise qu'il ne veut plus discuter avec les gens du M23 parce qu'ils se sont rendus compte que finalement ces discussions ne donnaient absolument rien. Donc je crois que si les autorités congolaises où le président Tshisekedi lui-même ne prend pas des décisions fortes pour mobiliser les Congolais pour la défense de leur pays et la protection de leur population, eh bien, ceux qui sont contre lui organiseront sa déstabilisation et le pays risque de vivre encore un cauchemar pendant plusieurs années. Charles Onana, le sujet malheureusement est loin d'être épuisé. C'est pas comme le temps qui nous est imparti, qui est quand même un peu limité. Malheureusement, merci en tout cas pour vos explications et vos éclaircissements. On espère vous recevoir très bientôt pour plus ample approfondissement concernant cette région de la RDC qui mérite plus ample débat. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce soir. Je vous remercie. À très bientôt. L'échiquier international arrive à sa fin. Merci d'avoir suivi. Tout de suite la suite des programmes sur Al24 News en vous disant à la prochaine.